Salut à tous, c'est Bang Cheno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui continue notre cheminement avec Lipasco sur la méthode Silva. Aujourd'hui, on va reprendre ce qu'on a eu dans le cours avec Ed, en tout cas dans le package qu'il nous a fourni l'année dernière. Il y a toute une série qui est basée sur des vidéos où on voit José. Alors, c'est plutôt cool pour moi qui ne l'ai pas rencontré. Vu qu'elle l'a déjà rencontré, elle a déjà un peu son énergie, etc. Mais je trouve que c'est chouette pour des personnes qui n'ont pas eu cette chance-là. Ça nous donne un petit peu un retour. Et ce qui est chouette, c'est que c'était durant une émission télé où il répondait à des questions. Donc, c'est plutôt sympa parce qu'il revient sur des concepts. Il y a pas mal de vidéos. Et il redonne son point de vue, ses réflexions autour de différents thèmes. Donc là, moi, j'ai noté quelques éléments sur lesquels j'aimerais qu'on revienne et peut-être qu'on insiste ou qu'on ouvre une perspective. La première chose que j'avais trouvé intéressant, c'est à nouveau, et la dernière fois, j'en ai déjà fait référence, c'est cette notion entre visualisation et imagination de l'hémisphère gauche à l'hémisphère droite. J'ai trouvé que c'était intéressant. Il revient à plusieurs reprises sur cette idée-là et il disait en gros que bon, c'était un des éléments moteurs qu'on devait mettre en place, c'est-à-dire notre aptitude à visualiser et à imaginer depuis en gros notre côté rationnel vers notre côté qui l'est moins. Et dit autrement, pour les personnes qui se souviennent un peu du texte ou qui utilisent cette sémantique-là, c'est de l'objectif vers le subjectif ou du subjectif vers l'objectif. Et je trouve que ça, c'est vraiment, vraiment pertinent, intéressant, et ça va, je trouve, assez loin dans la réflexion qu'on peut porter. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, on peut avoir cette espèce de sensation à se dire ok, je vois des choses à l'extérieur, mais je n'arrive pas à le rentrer à l'intérieur de moi. Je n'arrive pas à visualiser. Même si on fait le cours, on explique aux personnes que visualiser, au bout du compte, ça revient à penser à. Il y en a qui restent encore un peu bloqués là-dessus. Voire, ils vont dire, ouais, c'est bon, je visualise, mais c'est pas génial ce que je vois. Ce que je trouve intéressant dans cette réflexion, en gros, de dire faire rentrer du cerveau gauche vers le cerveau droit, moi, je préfère la sémantique objectif vers subjectif. Ce qui est chouette, c'est que tu te dis, on te demande simplement de regarder des choses de ton quotidien et de le ramener dans ton monde intérieur. Je trouve que ça, il y a une pertinence même d'exercice qu'on peut faire. Là, je suis dehors, je vois dehors, il y a un arbre. Si je veux une visualisation, je peux tout simplement regarder cet arbre, fermer les yeux et me dire, OK, c'est comment? Et le recréer, faire passer en fait, l'objectif au subjectif, du cerveau gauche vers le cerveau. Et je trouve que c'est intéressant cette réflexion de dire on fait venir du monde réel vers le monde interne. Et après, on fait venir de l'interne vers l'externe. Mais cette première étape de externe vers interne, c'est en fait là où on sait quel est notre problème, reconnaître le problème, etc. Je trouve que c'est vraiment pertinent, fin et intelligent comme manière de percevoir les choses. Parce que la plupart du temps, on va te dire tout est à l'intérieur de toi, ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Alors que il y a prendre quelque chose pour le réveiller, le monde de l'intérieur, pour le renvoyer avec une réponse dans l'extérieur. Cette notion, comme tu vois, tu la ressens. Parce que moi je trouve que c'est vraiment intéressant, cette notion de interne, externe, interne, interne, et réussir constamment à avec les. En gros, cerveau droit. Je trouve que le cerveau droit, je trouve que c'est pas toujours hyper clair pour les gens. Ils vont se dire oui, mon monde imaginaire, j'ai mon monde rationnel. Mais il n'y a pas forcément mon monde rationnel dans le monde. Ils sont un peu dans ça en moi. José, il parle beaucoup du réel commun, de ce qui est concret, vers ce qu'il y a dans nos têtes pour ramener vers le concret. Or, c'est utilisé dans des sémantiques cerveau gauche, cerveau droit. Comment toi, tu l'appréhendes, cette notion cerveau gauche, cerveau droit, objectif, subjectif? OK. Donc, d'abord, il faut que je dise que tu as été coupé à plusieurs reprises là. Donc, évidemment, la connexion Wi-Fi
c'est pas terrible. Au départ, tout allait très bien, et puis on passait une période où j'ai eu du mal à attendre. Mais j'ai capté quand même la plupart. Je continue avec la réponse. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Justement, je trouve, c'est vrai que quand on parle d'hémisphère gauche, hémisphère droit, c'est une énorme simplification. Et c'était presque comme s'il a pris ça pour symboliser, si vous voulez, tout ce qui est objectif, subjectif. Le moment pour moi où ça c'est net et clair dans le cours, c'est en 303 quand on fait les métaux. Donc, il ne dit pas, tu fermes les yeux et tu penses à un métal. Il insiste d'abord que dans le cours et dans les cours en ligne, j'ai demandé d'aller chercher dans leur propre maison, qu'on prend objectivement le morceau de métal dans la main. On le voit avec les yeux, on le ressent avec les doigts physiques, on pèse, on sent la texture, on sent l'odeur avec le nez. Donc tout ça, c'est strictement physique. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On met le métal contre le front, on ferme les yeux, c'est pas encore l'exercice, hein? Et à ce moment-là, on répète mentalement toutes les activités et les sensations qu'on vient d'avoir. Donc, c'est que, et je ne sais plus si c'était José lui-même qui a dit ou quelqu'un d'autre, mais c'est comme si on transfère là l'information d'un hémisphère à un autre ou d'une dimension d'une autre. Et puis, quand on fait l'exercice, on est strictement dans la dimension subjective. Donc, à ce moment-là, on se rappelle de tout ce qu'on a fait. Et on peut même répéter les gestes. Et là, on est prêt justement à examiner le monde intérieur du métal, etc. Mais là, je trouve que c'est vraiment un moment précis où on fait démonstration de ce transfert de l'objectif au subjectif. Ouais, bah c'est exactement ça. C'est ce que je me disais quand j'ai revu le truc. Je me suis dit, et tu sais, vu que la dernière fois la semaine dernière, quoi, il y a 10 jours, quand on a fait la dernière vidéo, c'était sur le 303. Et justement, j'ai bien aimé parce que je me suis dit, bah, tu vois, le 303, il est vraiment encore plus intéressant que parfois j'ai la sensation de l'avoir. Parce que c'est vraiment ce moment-là où effectivement, on commence à capter que on veut que ça vienne du réel, on veut que ça vienne de l'objectif. C'est après le cheminement qu'on va faire à l'intérieur de nous en alpha qui va avoir de l'intérêt. Mais là encore, c'est pas simplement pour le garder dans sa tête. C'est à nouveau pour renvoyer vers du réel, pour ramener vers du concret. Comme en 404, dire, bon, maintenant vous avez ressenti les choses, vous allez scanner un corps, vous allez scanner quelqu'un, vous allez faire un cas. Et ouais, je trouve qu'il y a j'aime bien cette notion parce que ça nous ramène vraiment constamment à dire il n'y a de subjectif que si l'objectif est existant et il n'y aura de validation du subjectif que quand le retour que vous aurez dans l'objectif devient. Donc, j'ai une envie, j'ai un désir subjectif, mais j'ai un projet, on va dire plutôt, j'ai un projet. Ce projet deviendra une réalité que dans le monde objectif, parce qu'il peut être parfait dans ta tête, mais si tu ne le remets pas dans le concret, il n'existe pas. Et tu vois, ça, je trouve que par rapport à beaucoup de sémantique qu'on a dans le développement personnel de façon générale, c'est pas souvent mis en avant. Même, on en a déjà parlé, dans les lois d'attraction, il y a des moments où tu dis, mais il est où ton pont entre ce que je veux avoir et ce que j'arrive à obtenir alors que là, il y a toujours cette notion de réel, virtuel, réel. Mais il y a toujours le retour au réel. S'il n'y a pas de retour au réel, c'est-à-dire qu'il y a encore une solution à trouver, donc retourner dans le subjectif, dans le cerveau gauche, etc., dans le cerveau droit, etc., etc. Ça, j'ai trouvé que c'était puissant, tu vois. Je trouve que c'est subtil et pourtant, on le sait. Mais je trouve que plus on le décode et plus on se dit, ah ouais, faut aller bien comprendre ce qui est proposé. Qu'est-ce que j'ai trouvé de chouette aussi? Je voulais juste faire commentaire que cette idée qu'il faut que ça revienne du subjectif à l'objectif. Et en fait, ça, c'est
un peu la base de tout ce que José dit ici, mais tu pratiques les techniques uniquement quand tu vas vraiment résoudre un problème, parce que sinon, ça sert à quoi? Et si ça vous aide dans la vie quotidienne, là, ça a une valeur. Donc, pour lui, toute la puissance du monde subjectif avait uniquement sa vraie valeur quand on s'était reconnecté avec le monde objectif. Sinon, ça devient une évasion. Ouais. J'échappe le monde quotidien et je deviens un peu fou et je suis isolée. Et oui, c'est très bien dans mes rêves et mes visions et tout ça, mais ça n'a pas de contact avec le monde objectif. Alors là, je trouve que justement, l'attitude de José, c'était vraiment super bien sain et équilibré. Mais complètement. En ce moment, moi, tu sais, dans ma pratique thérapeutique, mon objectif, c'est toujours de dire, moi, je tente de faire une hypnose, un accompagnement qui ramène au réel. Et je dis, c'est un peu contradictoire parce que souvent, on dit, bah, tu fais de l'hypnose, donc tu pars dans tes transes, donc tu es complètement dans un monde qui est non réel. Et en même temps, je tente de ramener constamment les gens à dire, non, non, mais il n'y a d'utilité à l'hypnose qu'à partir du moment où tu as concrètement un retour qui t'amène un bénéfice. Sinon, bah, c'est juste pour s'amuser. C'est chouette, c'est sympa, ça divertit. Encore que s'amuser est déjà un objectif concret. Tu sortes un objectif concret. Mais effectivement, je trouve que c'est quelque chose qui, moi, parfois me sature un petit peu dans le développement perso, où au bout d'un moment, tu as l'impression d'avoir, tu sais, un petit peu ce côté illuminé, ce côté wouhou, genre, ouais, non, mais attends, mais moi, je suis connecté à des trucs. Et tu dis, OK, mais dans le concret, ça te ramène quoi? Non, mais je sais des choses. Oui, d'accord, mais dans le concret, ça te ramène quoi? Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça apporte de bien à ta vie, à la vie de tes amis, à la vie de ta famille, à la vie des choses? Et tu vois, ça, je trouve que on peut très facilement glisser à ne passer son temps que dans notre monde subjectif, en fait, parce qu'il est confortable, parce que bah, on est toujours dans une sensation qui peut être agréable, mais c'est un peu problématique, ça nous coupe de la réalité. Or, bah, comme tu l'avais dit, la vie, c'est pas une pause café. D'accord? Et ça, je trouve que c'est tellement ça. Moi, j'adore ce concept-là. Ça nous ramène au concret. On est dans du réel. Ça, j'adore. J'adore, j'adore. Euh, ouais, alors, bon, c'est reprécision, mais j'avais trouvé que c'était bien de le rappeler. C'est la connexion en alpha qui nous met dans le monde subjectif. Donc, en gros, le chemin de mon monde réel objectif qui m'amène pour aller et exploiter mon monde subjectif. C'est pour l'exploiter, je pense même plus précisément, c'est d'utiliser l'alpha. Parce que tout le monde peut visualiser. L'intérêt de l'alpha, c'est d'optimiser notre capacité à visualiser, à imaginer également. Ça j'ai trouvé que c'était intéressant. Ah oui, alors à plusieurs reprises, il disait la fréquence des 10 Hertz est la vibration la plus sûre. Alors, je trouvais que c'était amusant comme notion, la plus sûre. Je pense que c'est la plus équilibrée, euh, la plus juste. Et comme tu m'avais dit, parce que moi, au départ, je pensais que en alpha, il fallait être à 7. Et tu m'avais dit non, non, non. Et je t'avais posé la question, mais souvent dans les livres, je vois à 10. Et tu m'as dit oui, parce qu'on part du postulat que c'est 10 Hertz la fréquence que la plupart du temps on va atteindre. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'atteindrait pas 7, mais ce qui ne veut pas dire qu'on n'atteindrait pas 12. C'est-à-dire que cette notion de milieu, de 10, c'est un chiffre qui, en plus, est régulièrement, qui était régulièrement testé. Toi, quand tu as vu l'ensemble des tests sur les personnes, ou si tu en as vu, les personnes arrivaient à 7 ou à 10 Hertz au niveau des fréquences cérébrales. Tu veux dire, moi, je n'ai pas étudié les électroencéphalogrammes. Oui, mais sur ce que tu avais vu, la plupart du temps, quand José dit 10 Hertz, tu penses que c'est un retour d'expérience qui amène à ça? Donc, c'était tout simplement que, bon, puisqu'on a toute une gamme, et en bas de la gamme, tu as tendance à être proche de θ, donc tu as tendance à être un peu plus somnolent, trop haut, et tu t'approches du bêta, tu étais peut-être un peu trop actif, et tout au milieu, tu es littéralement centré. Il parlait beaucoup d'être centré à niveau alpha. Donc,
physiquement, l'idéal, c'était 10 cycles par seconde, mais ça ne veut pas dire qu'on a exactement 10 cycles. Le cerveau, il a plein de rythmes et ça change non-stop. Mais il paraît que la vibration de 10 cycles par seconde existe dans l'ionosphère de la planète. Et José a toujours utilisé ça dans le corps ultra parce que ça a des effets spéciaux et sur le corps. Et aussi, apparemment, ça calme les animaux, ça aide les plantes. Donc, apparemment, la fréquence de 10 cycles par seconde, c'est un peu spécial. Je ne suis pas très claire pourquoi, mais ça a été toujours cité comme ça. Ok. D'accord, non, mais c'est bien de. Parce qu'effectivement, je trouve qu'il le répète tout le temps, hein, d'hier, il l'écrit dans les livres et tout. Donc, d'hier, il faut bien capter pour nous, en tant que diplomatie ELVA, cette notion-là. C'est une moyenne et c'est celle qui a une symbolique en plus qui est assez importante derrière et sur laquelle on bosse. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, je t'ai envoyé ce matin un article, mais vu que tu me dis que là, tu es un peu sous l'eau. Oui, j'ai vu. Merci. Tu as vu, il est intéressant cet article parce que, alors, il parle du café. À la base, hein, c'est un truc sur le café, mais j'ai bien aimé l'idée de. Alors oui, parce que en fait, ça m'a créé des idées, tout ça. Vu que là, on parle des fréquences et de se centrer en alpha, je me pose la question, où je connais plus ou moins la réponse, mais c'est quand même assez intéressant. On pourrait se dire, ouais, bon, bah, je ne vais pas prendre un shot de café avant de faire ma méditation, par exemple, parce que je risque d'avoir plus de difficultés d'entrer en alpha. Or, là, si vous voulez, je vous mettrai le lien à l'article, mais il est en anglais. Ce qu'a montré l'article, c'est que un shot de café, entre 5 minutes et 30 minutes après, fait qu'on sort des cycles alpha et donc qu'on ne va pas dans cet état. Alors, eux, ils parlent un petit peu d'état groggy, d'état un peu où on n'est pas très connecté, mais on voit. Ouais, exactement. Et j'ai trouvé que c'était intéressant et je me disais, est-ce que toi, tu as constaté, par exemple, après le déjeuner, ce n'est pas un bon constat. Après la pause de 10 heures. La pause de 10 heures, la plupart du temps, pour les personnes qui viennent, je ne parle pas en ligne, mais quand on est sur site, on se rend compte, on va souvent prendre un café, on a la chance d'avoir le café qui est offert. Et est-ce que tu as l'impression que les personnes vont moins en alpha après la pause café? Là, tu vois, c'est vraiment une question d'expérience. Bon, souvent, en fait, le premier exercice, c'est après la pause café. Donc, on n'a pas vraiment besoin de comparer. Et c'est quand même dans l'expérience, j'ai trouvé que c'était très intéressant. En fait, déjà, je veux te dire qu'à Laredo, le centre Sylvain, on disait souvent, je commence à sentir somnolent, je vais aller prendre un beta juice, un jus de bêta. Et ça, c'était un café. Donc, on a reconnu que ça ramène. C'est drôle. Oui. On appelait que coffee was beta juice. C'est drôle. Excellent. Et si, justement, pour beaucoup de gens, quand ils entrent en alpha, ils commencent à s'endormir. Donc là, peut-être un petit café, pas trop, pourrait aider à ne pas vraiment s'endormir, mais de rester trop. Parce que dans l'expérience, on disait que ça diminue la fréquence alpha et ça améliore la faculté cognitive. Mais ils ont parlé uniquement d'exécutif. Et ils ont dit à la fin de l'article qu'on n'a pas pu tester le cognitif pour résoudre des problèmes. Et effectivement, et justement, le côté exécutif, c'est souvent, on fait référence à ça pour le cortex préfrontal et les gens qui ont des dommages là, ont des problèmes à justement prendre des décisions ou planifier, etc. Mais résoudre les problèmes, on a aussi besoin du monde subjectif. Donc, c'est intéressant. Ouais. Mais tu vois, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que, alors, c'est là où je me suis dit, j'aurais bien aimé avoir, mais je vais regarder parce que je ne suis pas allé regarder encore. Là, c'est l'article que j'ai lu, mais je crois qu'il y a carrément l'expérience. Il faut que j'aille voir parce que j'aimerais bien savoir les résultats justement des ondes cérébrales. Parce qu'ils disent en alpha, mais à quel niveau? Est-ce qu'ils sont en haut de l'alpha? Est-ce qu'ils sont en bas de l'alpha? Est-ce que ça fait remonter en haut de l'alpha? Tu as vu qu'à un moment, il parlait même qu'avec des shots de café, tu pouvais même descendre sur des niveaux de fréquence cérébrale plus basses. Et là, je me suis dit, attends, comment?
parce qu'à la base, ça fait de bêta plutôt. Et ben non, à un moment, il parle de Theta. J'aimerais savoir Oui. pourquoi Theta arrive dans l'histoire. C'est vraiment intéressant. Donc, alors, si vous êtes fatigué et que vous sentez que vous allez vous endormir avant votre méditation, prenez un shot de café. Pas besoin de grand-chose. Un petit shot de café, ça marche. Et vous aurez un meilleur alpha. Si par contre, vous êtes un peu speed, énervé et tout, ne prenez pas de shot de café maintenant. Et faites votre méditation et après, prenez votre café. Oui. Voilà, c'est notre petit... c'est notre petit bonus qu'on vous donne grâce à l'article que j'ai lu tout à l'heure et que Lee a lu tout à l'heure aussi. Donc, toujours la même chose, aussi que je trouvais pertinent, il disait, on part pour penser, réfléchir et résoudre des problèmes à 10 Hz, mais on repart en bêta pour aller agir. Donc, il est toujours dans cette notion-là. Alors, par contre, moi, ça m'a fait, quand il exprime ça, j'adhère, monde subjectif, monde objectif, ok. Par contre, je me suis dit oui, mais il ne prend pas en compte, en tout cas dans cette interview-là, à ce moment-là, un élément que j'ai bien aimé, qui était développé dans Business et dont on a parlé, dans Sales, où il disait, à certains moments, tu vas parler avec ton interlocuteur et tu vas vouloir avoir plus de charisme, être plus connecté à ses réponses, etc. Et donc, tu te mets en alpha, les yeux ouverts. Et pour autant, à ce moment-là, je suis dans un processus alpha actif. Parce que je suis en train de parler avec la personne, je suis en train de négocier ma vente ou je suis en train de négocier mon salaire ou qu'importe quoi. Je suis en train d'être en négociation. Donc, à ce moment-là, l'action se fait aussi dans l'alpha. Et ce que je me suis rappelé, parce que la dernière fois, j'ai fait un petit live où j'ai repris le tableau, tu sais, le tableau de base où il y a les flèches alpha, les fréquences, les flèches, etc. Le tableau, la charte de base. Et j'ai re-regardé sur le tableau et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils mettent action et ils mettent action un petit peu dans alpha aussi. Et j'ai trouvé que c'est là où tu dis que la charte, elle a été aussi bien bossée parce qu'effectivement, on peut être en alpha et être actif. Mm-hmm. Et cet élément, il est aussi important parce que parfois, les gens peuvent se dire, je ne suis en alpha que quand j'ai les yeux fermés et que je médite et je suis en bêta le reste du temps pour agir. Alors qu'en réalité, on peut être en alpha en action. Tu confirmes cette notion-là? L'exemple classique, c'est quand on conduit une voiture et on est ennuyé parce qu'on connaît la route et puis on part. Et là, on part en alpha. On a les yeux ouverts, mais on n'est pas focalisé sur la route. On est notre concentration est ailleurs. Donc, oui, absolument. Et je me demande justement si le high des gens qui font marathon et tout ça, quand ils sont dans la zone ou le flow, là aussi, il doit avoir une abondance de fréquences alpha dans le cerveau. Hein? Ouais. Faudrait tester, mais souvent dans le sport, tu t'en rends compte. Il y a des moments où tu sens que tu es limite en méditation active. Tu es tellement dans une répétition de trucs. Moi, je le vois en boxe. Si tu commences à répéter plein de choses, il y a un moment, tu es dans une espèce de truc où c'est des automatismes, tu es à la fois là et un peu absent, c'est assez intéressant. Et justement, le flow, la zone dont on parlait la dernière fois, c'est un peu cet état-là. Mais donc, c'est pour rappeler, s'il y a des moments où vous êtes en train de vous poser la question, dans cette notion, oui, la plupart du temps, on va dire bosser en alpha vos problèmes et donc les solutions que vous voulez obtenir. Mettez en pratique vos solutions en état d'éveil, en bêta. Néanmoins, vous pouvez très bien avoir cette sensation d'être un petit peu somnolent tout en étant actif et ça n'empêchera pas que vous êtes encore en alpha. D'accord? Ça, c'est assez important. Et pour les hypnotistes, n'oubliez pas, ouais. Et surtout en prédominance alpha, en fait, parce qu'il y a toujours un mélange un peu partout dans le cerveau. Donc, quand on dit en alpha, ce n'est pas que tout le cerveau est à une seule fréquence, mais en prédominance alpha, tout à fait. Ouais, et c'est bien là d'appuyer sur ce mot-là, en prédominance. Donc, vraiment, cette notion-là. Et pour les hypnos, pensez bien, une transe, elle n'est pas uniquement les yeux fermés. Et pour rappel, le plus simple, c'est l'hypnose de rue, l'hypnose de scène. Vous avez des gens qui ont les yeux ouverts, qui parlent, qui crient, qui s'amusent, qui voient des trucs, etc., etc. Donc,
Cette notion, elle est importante. Ne voyez pas que alpha avec cette notion de j'ai les yeux fermés, je suis assis et je ne fais rien. On peut avoir cette prédominance dans l'action. D'accord? Ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. Adi Hertz, l'idée est de pouvoir analyser les choses et ensuite agir. Ok. Utiliser la visualisation pour transférer au cerveau droit dans le monde subjectif. Alors là, qu'est-ce que j'avais aimé dans ce. Mais ça revient un petit peu à ce qu'on a dit avant. J'avais bien aimé cette idée-là. J'utilise la visualisation comme une porte d'entrée. Et tu vois, ça, c'est pas un truc que j'avais forcément toujours capté. Parce que pour moi, visualiser, c'est quelque chose de simple. Mais la manière dont il a tourné la phrase, tu vois, je répète comment je l'ai noté. Hein. Utiliser la visualisation pour transférer au cerveau droit, en gros, pour transférer dans le monde objectif. Dès lors, la visualisation devient une espèce de clé ou de processus inductif pour les hypnotistes qui nous emmène à aller à l'intérieur de nous. C'est pas juste je visualise pour visualiser, genre je me rappelle, et dès lors, sa sémantique à dire, n'oubliez pas, la visualisation, c'est quoi? C'est se souvenir de quelque chose. Donc, ça veut dire quoi? Venir de l'objectif, du réel, de votre quotidien, et le ramener dans votre interne. Et là, je trouve qu'il y a encore un truc génial, parce que là, on est en train de parler d'induction, pour les hypnotistes, de processus inductif. En fait, la visualisation est un processus d'internalisation d'un élément qui était extérieur, qui devient intérieur. Et ça, c'est assez chouette. J'ai trouvé cette précision, je la trouve chouette parce que, alors, en tout cas, moi, et pourtant, tu vois, j'en lis de la littérature Silva, je l'avais pas encore capté, cette espèce de petit de passage là. Parce que tu dis oui, visualiser. Mais te dire, mais oui, mais là, en fait, tu es en train de passer de quelque chose. Tu es en train de t'induire. En fait, c'est un processus inductif. Tu es en train d'entrer dans petit à petit, à ton niveau. Tu vas à ton niveau. Tu es en train de rentrer dans ta transe, mais en alpha. Et ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. Donc, faire beaucoup visualiser. Et ça peut être intéressant pour les parents vis-à-vis des enfants. Faites visualiser. Ça leur permet petit à petit de dire, ben voilà, tu vois, tu as le son, tu la visualises. Et tu as vu ABCD ou je sais pas, tes tables de multiplication. Et maintenant, tu le vois, ça c'est la réalité, sur ton papier. Ferme tes yeux, imagine-le à l'intérieur de toi. Enfin, non, pardon, visualise-le à l'intérieur de toi. Et après, tu peux faire imaginer, et là on revient, ton 3, il se transforme en je ne sais pas quoi, multiplié par, en 4 qui ressemble à quelque chose, et ainsi de suite. Et là, on crée l'imagination. Et dès lors, on travaille sur un niveau qui devient petit à petit alpha, donc plus optimum pour mémoriser, comprendre, etc. Ça tu l'avais. Comment tu l'avais perçu ça? Parce que moi, tu vois, la visualisation, jusqu'à présent, je la voyais pas je la voyais pas de cette façon-là. Toi, je comprends ce qu'est la visualisation, mais je voyais pas cette espèce de mobilité entre l'objectif et le subjectif. Comment toi, tu l'avais capté comment? Est-ce qu'il y a un moment spécifique où tu dis, ah ben là, ouais, là, je viens de comprendre ça? Le moment où vraiment j'étais consciente de ça, c'était justement dans un cours où, je crois que c'était José, il a expliqué pourquoi on faisait ça d'abord avec les métaux, et puis on l'a répété mentalement, et là, il a carrément dit, on transfère l'information justement du monde objectif dans l'hémisphère gauche au monde subjectif. Et là, il a vraiment dit factuellement ce qui c'était l'intention. Et ça m'a fait vraiment aussi, mais c'est bien. Mais j'ai toujours pensé que la méthode Silva, c'est un très bon équilibre entre objectif, subjectif. Je trouve que souvent, les gens qui ont des problèmes, c'est parce qu'ils sont trop basés dans une dimension et on négligeait justement la connexion avec l'autre. La civilisation occidentale, c'est classique, le stress, on est toujours en train de faire quelque chose, on a des listes de choses, et tout ça, on est presque enfermé dans le monde objectif. On a besoin justement de prendre un peu de recul, d'aller à l'intérieur et recul, je veux dire, pas recul, mais recul aussi. Quand on est reculé, recul. C'était une petite erreur qui était juste, OK. Et puis, tu as l'autre côté, et tu prends, par exemple, certaines cultures orientales ou, je vais dire, certains Californiens, parce qu'ils sont dans le boubou, et pour eux, tout ce qui est à l'Indien, c'est fabuleux, mais
on perd notion du temps, on ne vient pas pour les rendez-vous, on oublie des choses importantes parce qu'on n'a pas la connexion avec le monde objectif. Pendant que on est quand même des êtres humains, on est corps-esprit, il faut vraiment qu'on respecte pas simplement les deux dimensions, mais on a le passage entre les deux. Juste comme le cerveau, il a un corps calleux qui connecte les deux hémisphères tout de suite. Ouais. Ouais, c'est chouette. Tu vois, à mesure, là, je me dis, en fait, le 303, il est vraiment bien. Mais je trouve que le 303, il est plus. Je pense avec le recul et avec. Parce que là, au bout du compte, moi, j'y pense tout le temps. Donc, je suis tout le temps en train de me dire, ah, mais oui, mais ça, c'est expliqué dans le cours là. Mais quand on le fait comme ça, là pour ceux qui l'ont fait une fois ou deux, ça va peut-être pas forcément vous parler, voire même ce que je vous dis, ça vous semble, qu'est-ce qu'il raconte. Mais en fait, tu vois, cette espèce ce moment est quand même particulier. Le 303, pour moi, il est un peu particulier. Et en fait, quand je commence à capter un petit peu plus les suggestions qu'il y a derrière, l'orientation, les idées qu'on veut avoir, je trouve qu'il d'un point de vue structurel, il est vraiment profond, tu vois, dans l'exploitation que ça fait. Alors que quand tu le vis, tu dis, ok, bon, c'est long, mais pourquoi elle me fait ça? Mais dis-toi, pourquoi je rentre dans ça? Et au fur et à mesure, quand tu commences à t'amuser à décomposer tout, tu te dis, ah ouais, c'est plutôt pas mal, c'est même excellent dans la manière dont il l'a composé. Je trouve ça vraiment bien. Tu vois, le 303, pour moi, là, il reprend, hein. Il est vraiment en train de monter au-dessus de quasiment les autres. Je me dis, ah ouais, quand même, le 303, c'est le subtil des 4 jours, tu vois, c'est le jour subtil. Mais tellement subtil qu'un bourrin comme moi, tu vois, il a du mal à comprendre. Hein, donc, c'est assez génial. Mais la beauté, c'est qu'on n'a pas besoin de comprendre. On suit les instructions, on fait les exercices, on arrive à beaucoup mieux faire, et c'est chouette. Mais comme tu dis, quand on commence à vraiment étudier, waouh, 303, ça pourrait être un cours en lui-même, hein, tout ce que ça implique et tous les niveaux. Exactement. Tout à fait. Ouais, c'est ça. C'est qu'on pourrait faire un cours sur le 303. Et vraiment sur un cours sur les suggestions, sur les processus inductifs, sur la création de l'imagerie mentale, la capacité à se créer des références. En fait, juste ça prendrait un jour avec le pourquoi, parce que là on est sur du comment avec la méthode, mais sur le pourquoi, oui, ça nous prendrait plusieurs jours en réalité. C'est chouette. Alors, oui, d'accord, je vais faire une pause et on va reprendre, parce que j'ai encore plein de questions. Voilà, donc si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, on y répondra le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. À tout de suite.